Dans la pénombre dorée des palais florentins, une jeune princesse au regard fier et aux manières raffinées rêve d'un destin royal. Marie de Médicis, fille d'une des plus puissantes familles de la Renaissance italienne, ignore encore que son chemin la conduira au cœur des tempêtes politiques de la France. Épouse d'Henri IV, mère du futur Louis XIII, régente redoutée et intrigante insoumise, elle traversera les années avec un mélange de faste, de courage et de rancune. Mais derrière les dorures des trônes et les sourires d'apparat se cachent les ombres de complots, de trahisons et d'exils amers. Cette reine au tempérament de feu marquera l'histoire non seulement par sa grandeur mais aussi par ses chutes spectaculaires. De Florence à Paris, de la gloire aux humiliations, son destin est celui d'une femme qui voulut régner à sa manière dans un monde dominé par les hommes. Marie de Médicis naît le 26 avril 1575 dans la somptueuse ville de Florence, au cœur d'une Italie renaissante qui rayonne alors sur l'Europe par son art, son architecture et ses mécènes illustres. Elle est la fille de François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, et de Jeanne d'Autriche, princesse de la prestigieuse maison de Habsbourg. Son enfance se déroule dans l'opulence des palais florentins, au milieu des tapisseries flamandes, des fresques aux couleurs éclatantes et des jardins parfumés d'orangers. La petite Marie, vive d'esprit et dotée d'une grande curiosité, reçoit une éducation soignée qui mêle l'étude des lettres, de la musique, des langues étrangères et des arts, héritage naturel d'une cité façonnée par des générations d'artistes et de penseurs. Si la culture italienne forge son goût raffiné, son sang maternel lui transmet le sens de la politique et des alliances dynastiques. Très tôt, elle apprend que dans les grandes familles d'Europe, le destin d'une femme se décide souvent autour d'une table de négociation plutôt que dans les couloirs feutrés des bibliothèques. Orpheline de mère à l'âge de 5 ans, Marie grandit sous l'aile attentive de sa tante, Christine de Lorraine, qui veille à sa formation tout en lui inculquant le sens du devoir et de l'honneur familial. À Florence, elle est témoin des fastes de la cour des Médicis, mais aussi des intrigues qui tissent l'ombre derrière la splendeur. La jeune princesse comprend très tôt que le pouvoir est un art, et que l'art de régner exige autant de grâce que de fermeté. Sans le savoir, elle se prépare déjà à un destin hors du commun, quitter un jour sa patrie ensoleillée pour devenir reine dans un royaume lointain et souvent agité, la France des Valois et des Bourbons. En 1600, l'Europe politique et religieuse est en ébullition. Les guerres de religion, bien que terminées sur le papier avec l'édit de Nantes, laissent encore la France fragilisée. Henri IV, roi pragmatique, sait qu'il lui faut consolider son trône, asseoir son autorité et assurer une descendance légitime pour stabiliser le royaume. C'est dans ce contexte qu'il se tourne vers Florence, où Marie de Médicis, issue d'une dynastie puissante et immensément riche, attire son attention. Ce mariage n'est pas une simple union sentimentale, il est un calcul géopolitique et économique. Les Médicis apportent non seulement un prestige inégalé, mais aussi une dot considérable, évaluée à plus de 600 000 écus, une somme colossale pour l'époque, capable de renflouer un royaume encore convalescent. Le mariage est célébré à Florence avec faste, dans une atmosphère de splendeur baroque. Les cortèges sont somptueux, les musiques résonnent dans les palais, et la ville tout entière se pare des couleurs des deux familles. Ce mariage marque également un rapprochement entre la France et les États italiens, ouvrant la voie à de nouvelles alliances diplomatiques. Marie quitte alors l'Italie pour la première fois, traversant les Alpes avec une suite impressionnante, apportant avec elle un goût prononcé pour les arts, le luxe et le raffinement, mais aussi un tempérament affirmé qui ne manquera pas de se heurter aux intrigues de la cour française. Elle sait déjà qu'à Paris, elle ne sera pas simplement l'épouse du roi, elle entend bien peser sur les affaires du royaume. En 1601, après plusieurs années de mariage parfois tumultueux, Marie de Médicis met au monde l'héritier tant attendu du trône de France, le futur Louis XIII. Cet événement, célébré avec faste à la cour, assure à la dynastie des Bourbons une continuité tant espérée. La naissance du dauphin transforme profondément la place de Marie à la cour, de simple épouse du roi Henri IV, elle devient la mère de l'héritier, investie d'un rôle politique et symbolique central. Pour la reine, cet enfant représente plus qu'une victoire dynastique, il est aussi un gage de sécurité dans un environnement politique où les reines étrangères peuvent rapidement se retrouver isolées. Henri IV, bien que connu pour ses multiples maîtresses, reconnaît la légitimité et l'importance de son épouse dans ce moment crucial, multipliant les gestes d'attention et d'apparente concorde familiale. Marie,
issu d'une tradition princière italienne où l'éducation et la culture des princes étaient primordiales, veille personnellement à l'entourage et à l'instruction de son fils. Elle engage des précepteurs triés sur le volet, cherchant à lui transmettre à la fois les valeurs de la monarchie française et un raffinement italien hérité de sa propre enfance à Florence. Dans le regard des courtisans et des diplomates étrangers, la reine apparaît désormais comme une figure maternelle protectrice et influente, capable de peser sur les affaires de l'État à travers son rôle auprès du futur roi. Mais derrière cette image officielle, les tensions entre elle et Henri IV persistent, nourries par les intrigues de cour et les jalousies. Le baptême du jeune Louis, célébré en grande pompe, devient un véritable événement diplomatique. La cérémonie rassemble des dignitaires venus de toute l'Europe, renforçant la stature de la monarchie française sur l'échiquier international et plaçant Marie au centre de la scène politique. Ce moment marque le début de son chemin vers une influence plus affirmée, où maternité et pouvoir vont. Le 14 mai 1610, Paris est secoué par un événement tragique qui va bouleverser l'histoire de France. Henri IV, roi populaire et bâtisseur de paix après les guerres de religion, est assassiné par François Ravaillac, un fanatique catholique, alors que son carrosse est bloqué dans une rue étroite. La lame plonge dans le cœur du souverain, laissant le royaume orphelin et un héritier encore mineur, le jeune Louis XIII, âgé de seulement 8 ans. Marie de Médicis, jusque-là reléguée dans l'ombre par un roi souvent méfiant envers son influence, se retrouve soudain propulsée au centre du pouvoir. La loi et la tradition confient la régence à la mère du jeune roi. Cette accession fulgurante à la tête du royaume n'est pas seulement un changement de statut, c'est un choc politique majeur. Dès les premiers jours, Marie installe à la cour un climat plus proche de ses racines italiennes, faste, cérémonial et favoritisme envers ses compatriotes florentins. Les alliances se réorientent vers l'Espagne catholique, marquant un tournant diplomatique que nombre de nobles français voient d'un mauvais œil. Mais pour Marie, c'est une manière d'assurer la stabilité et de renforcer la position de la monarchie en s'appuyant sur une puissance amie. Cependant, cette régence, inaugurée dans le deuil et l'incertitude, doit aussi faire face aux ambitions des grands seigneurs, prêts à exploiter la jeunesse du roi pour accroître leur influence. Entre intrigues de palais, tensions religieuses persistantes et défiance de certains conseillers, Marie de Médicis entame un règne où chaque décision pèse lourd. La mère aimante doit désormais se transformer en stratège politique, consciente que son autorité ne tiendra qu'aussi longtemps qu'elle saura imposer sa légitimité dans un royaume encore instable. Sous la régence de Marie de Médicis, le palais du Louvre devient un véritable théâtre d'ombre et de murmures. La jeune reine, inexpérimentée dans l'art subtil du pouvoir français, s'appuie sur ceux en qui elle croit pouvoir avoir confiance. Parmi eux, un nom se détache et suscite toutes les rancunes, Concino Concini, un noble italien ambitieux arrivé à la cour dans le sillage de la reine. Officiellement, Concini n'est qu'un conseiller et un homme de confiance. Officieusement, il est la clé qui ouvre toutes les portes du pouvoir. Sa proximité avec Marie de Médicis lui permet d'influencer les décisions politiques les plus cruciales, nominations, alliances, finances. Peu à peu, il place ses partisans aux postes stratégiques, s'assurant un réseau solide au cœur du royaume. Les courtisans français, jaloux et indignés de voir un étranger dominer ainsi, attisent les rumeurs, on parle de corruption, de manipulation et même de sorcellerie. Pourtant, la reine voit en lui un appui indéfectible face à une noblesse turbulente qui ne cesse de contester son autorité. Ensemble, ils travaillent à renforcer le pouvoir royal, mais leur alliance nourrit un mécontentement grandissant. Chaque geste de Concini est scruté, chaque décision de la régente est attribuée à son influence. L'atmosphère au Louvre se charge de tension, on se salue avec politesse en façade, mais les poignards se préparent dans l'ombre. La situation devient explosive, l'ascension fulgurante de Concini ne peut qu'aboutir à une confrontation directe avec les grandes familles françaises. Marie de Médicis, malgré les avertissements, reste sourde aux critiques, convaincue que, sans lui, son trône vacillerait. La cour, naguère dominée par l'ombre imposante de Concino Concini, bascule brutalement dans le tumulte. Depuis des années, ce favori italien, époux de la confidente de la reine Leonora Galigai, concentre autour de lui les charges, les honneurs et les inimitiés. Les grands seigneurs français fulminent contre cet étranger qui semble tenir le royaume dans le creux de sa main. Mais le temps joue contre lui.
Louis XIII, désormais adolescent, supporte de moins en moins la tutelle encombrante de sa mère et de ce ministre de fait. Les murmures deviennent complots, et les complots se muent en décisions fatales. Le 24 avril 1617, la capitale s'éveille sous un ciel gris, mais l'atmosphère est lourde d'attente. Dans la cour du Louvre, Consigny s'avance, sûr de son influence, ignorant que ses derniers pas sont comptés. Sur ordre du jeune roi, le maréchal de Vitry l'intercepte, l'accuse, et d'un geste sec, l'abat de plusieurs coups d'arquebuse. « Voilà, sire, vous êtes roi », déclare-t-il en présentant le corps inerte de l'ancien favori. C'est un basculement politique fulgurant, en un instant, Louis XIII prend réellement le pouvoir, et Marie de Médicis est reléguée loin du centre des décisions. Pour la reine-mère, c'est un double choc, la perte de son plus proche allié et la rupture définitive avec son fils. Le palais, naguère théâtre de ses intrigues, devient soudain un lieu étranger où elle n'a plus d'autorité. La France, elle, entre dans une nouvelle ère, marquée par l'affirmation du roi et la fin brutale d'un chapitre dominé par l'influence florentine. Après la chute de Consigny et la prise de pouvoir effective par Louis XIII, les relations entre Marie de Médicis et son fils se détériorèrent rapidement. Habituée à gouverner, à négocier et à peser sur les décisions du royaume, elle supportait mal d'être reléguée dans un rôle secondaire. Les tensions devinrent si vives qu'en 1617, Louis XIII décida de l'éloigner de la cour. On lui assigna résidence au château de Blois, un lieu prestigieux mais qui, pour Marie, ressemblait à une prison dorée. Femme de caractère, elle ne tarda pas à fomenter son retour sur la scène politique. En 1619, elle réussit un coup audacieux, s'échapper de Blois grâce à une corde, aidée par quelques fidèles. Cet épisode spectaculaire lui permit de reprendre brièvement l'initiative, mais aussi d'alimenter la méfiance du roi. Un compromis fragile fut trouvé, mais il ne dura pas. Les disputes politiques et l'influence grandissante de Richelieu poussèrent à nouveau Marie à l'exil, cette fois à Compiègne, puis hors de France. Ces retours étaient souvent motivés par des alliances temporaires avec des factions de la cour ou par l'espoir d'un rapprochement avec son fils. Chaque fois, elle retrouvait un certain éclat, mais la méfiance royale et les intrigues incessantes la rejetaient à nouveau dans l'ombre. Cette alternance d'exil et de retour fit de Marie une figure errante, à la fois puissante par son rang et vulnérable par sa dépendance à la faveur royale. C'est dans cette instabilité que se forgea la dernière phase de son destin politique. Après son retour d'exil, Marie de Médicis n'est plus la reine-mère respectée et influente qu'elle fut autrefois, elle est désormais une figure méfiante, déterminée à reconquérir un pouvoir que le cardinal de Richelieu, devenu principal ministre de Louis XIII, exerce avec une main ferme. Entre eux, la méfiance est totale, Richelieu incarne la centralisation de l'autorité royale, la diplomatie calculée et les alliances au service de l'État. Marie, elle, aspire à un rôle plus direct dans les affaires, nourrie par ses propres réseaux et par l'orgueil de son rang. Dans les couloirs du Louvre comme dans les salons aristocratiques, la reine-mère tisse patiemment des intrigues. Elle s'entoure de nobles mécontents, de grands seigneurs frustrés par la politique autoritaire du cardinal, et même de princes du sang prêts à tout pour rééquilibrer les rapports de force. Ensemble, ils projettent de renverser l'influence de Richelieu, de convaincre le roi que son ministre trahit ses intérêts et, pourquoi pas, de l'évincer du pouvoir. Les alliances se nouent au-delà des frontières. Marie, grâce à ses origines florentines et à ses liens avec plusieurs cours européennes, sollicite discrètement l'appui de l'Espagne et des Pays-Bas espagnols. Ses émissaires voyagent en secret, porteurs de lettres codées et de promesses. Mais Richelieu, redoutable stratège, a ses espions partout. Chaque mouvement, chaque réunion suspecte lui est rapportée. L'affrontement ne se joue pas sur les champs de bataille, mais dans les salons, les conseils restreints et les échanges diplomatiques. Chacun avance ses pions avec prudence, conscient qu'une erreur pourrait signifier la disgrâce, voire l'exil définitif. Marie croit pouvoir renverser la situation, Richelieu sait qu'il doit frapper avant que l'étau ne se resserre. La France entière retient son souffle, car de cette lutte de pouvoir dépend l'équilibre fragile du royaume. Après des années de lutte politique, de trahison et de réconciliations éphémères, Marie de Médicis vit ses derniers jours en exil, loin des fastes du Louvre. Après avoir été écartée par son propre fils, Louis XIII, et trahie par plusieurs de ses alliés,
Elle trouve refuge dans diverses cours d'Europe, avant de se fixer à Cologne, ville rhénane paisible mais éloignée du cœur du pouvoir qu'elle avait jadis exercé. Là-bas, dans une demeure modeste, elle vit entourée de quelques fidèles et de souvenirs douloureux. Ses anciens titres, ses richesses et sa gloire sont désormais derrière elle. La reine déchue passe ses journées à écrire des lettres suppliantes aux souverains européens, espérant obtenir leur soutien pour revenir en France, mais toutes restent sans réponse. Le contraste est cruel, celle qui fut régente du royaume le plus puissant d'Europe mène désormais une existence discrète, presque effacée. Les bals, les intrigues et les conseils royaux sont remplacés par le silence des salons froids et le tintement des cloches de la cathédrale de Cologne. Malade et affaiblie, elle garde toutefois une fierté intacte. Jusqu'à son dernier souffle, le 3 juillet 1642, Marie de Médicis reste persuadée que l'histoire finira par reconnaître sa valeur et ses sacrifices. Son corps repose dans la basilique Saint-Pierre de Cologne, loin de la terre de France qu'elle avait tant aimée et gouvernée. Marie de Médicis, figure contrastée de l'histoire de France, incarne à la fois la grandeur et les limites du pouvoir monarchique au XVIIe siècle. Son parcours, marqué par l'opulence florentine, la gloire d'un mariage royal, l'épreuve de la régence et les tumultes de la politique française, est celui d'une femme qui a tenté de concilier son rôle de mère, de souveraine et de stratège. Son mécénat artistique, notamment avec Rubens et ses célèbres toiles du cycle de sa vie, a laissé un héritage culturel durable, illustrant la puissance de l'art comme instrument de prestige et de propagande. Mais son destin fut aussi celui d'une reine parfois isolée, prisonnière des intrigues de cour, victime de ses alliances hasardeuses et de sa méfiance envers ses adversaires. Sa rivalité avec Richelieu, ses exils successifs et sa fin loin de la France rappellent que le pouvoir est fragile, et que la loyauté en politique est souvent une illusion. L'héritage de Marie de Médicis réside dans la double leçon qu'elle nous offre, d'un côté, l'audace et la vision culturelle qui peuvent marquer un règne, de l'autre, l'importance de la prudence, de la diplomatie et de l'adaptation dans les jeux de pouvoir. Reine éclipsée par son fils mais immortalisée par les arts, elle reste un personnage fascinant, symbole de ces femmes de pouvoir dont la force et la fragilité ont façonné l'histoire. Pour en savoir plus sur d'autres grandes figures qui ont marqué l'histoire de France, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour partager vos impressions.